Dans l'épisode d'aujourd'hui, le poisson est souvent perçu comme un aliment bon pour la santé. Mérite-t-il vraiment cette réputation ? Les oméga 3 et l'iode sont des nutriments essentiels au bon fonctionnement du corps. Quelles sont les meilleures sources et comment s'assurer de couvrir nos besoins ? Pour répondre à ces questions, le Dr Neil Barnard fait le point sur les risques liés à la consommation de poissons. Notre invitée, Martine René, pharmacienne, nous explique le rôle et les bienfaits des oméga 3 et nous guide vers les meilleures sources. Anne, notre coach de santé, nous fait découvrir le jacquier, un fruit tropical utilisé comme substitut de viande. Et Anne-Marie, notre nutritionniste, partage des conseils pratiques afin d'assurer un apport suffisant en iode sans recourir à la consommation de poissons. On prend des sushis ce soir, chérie? Ouais? Bon, je vais commander sur l'appli. On prend quoi? Sashimi, thon, saumon? On prend des salades d'algues. Bonjour et bienvenue à Un Monde Sain, le programme qui vise à révolutionner votre santé. Je suis Noémie, créatrice de recettes végétales sur le site Mimi's Delicacies. Anne est à mes côtés. Vous pouvez la retrouver sur le site et la chaîne YouTube Veggie Magnifique. Et un peu plus tard, nous serons rejoints par le reste de l'équipe, Anne-Marie Roy, nutritionniste et fondatrice de la clinique Renversante, et bien sûr le docteur Neil Barnard, fondateur du PCRM et de sa branche francophone, le comité des médecins. J'oublie une personne, Martine va nous rejoindre, elle est souvent derrière l'écran, cette fois-ci elle sera devant l'écran. Martine est pharmacienne passionnée d'alimentation végétale. Aujourd'hui, nous allons discuter avec nos experts des conséquences du poisson sur notre santé. Anne, tu me diras ce que tu en penses, mais il est quand même frappant de constater que le poisson est souvent perçu comme un aliment très bénéfique à notre santé. Et pourtant, on le sait aussi de plus en plus, il peut représenter quand même un réel danger pour notre santé, notamment en ce qui concerne les doses de mercure et autres contaminants que l'on trouve dans le poisson. Est-ce que tu trouves pas ça épatant que ce soit vraiment un aliment considéré santé? Ouais, c'est très intéressant, Noémie, parce qu'en fait, à la base, il n'y a pas beaucoup de monde qui aime le goût ou l'odeur des poissons alors qu'on continue à les manger parce que justement on pense que c'est bon pour la santé. Et aujourd'hui on va parler davantage de peut-être c'est pas le cas, mais c'est vrai qu'à la base, par exemple, quand je suis devenue végane et j'ai appris plein de choses sur le poisson, et cetera, c'est vrai que c'était quand même le bonheur de me dire: «Ah d'accord, je dois pas me forcer à manger le poisson» parce que j'ai jamais aimé, l'odeur, en fait. Donc c'était comme, «OK, d'accord, cool». En fait, je dois pas le manger, parce que ça me donnait pas envie à la base. Je sais pas toi? Ouais, non, complètement. Et d'ailleurs, on va essayer de vous convaincre tout au long de l'épisode. Je n'en doute pas qu'on va réussir. Mais si vous voulez aussi en savoir plus, il y a un documentaire que je conseille vivement. C'est le documentaire Seaspiracy qui est sorti en 2021 et qui explore les enjeux liés à l'industrie de la pêche, l'impact sur les océans, sur l'environnement et bien sûr sur notre santé, ce dont on va parler en profondeur aujourd'hui. Alors justement, Anne, les conséquences du poisson sur la santé, eh bien c'est le docteur Neil Barnard qui va nous en parler. Docteur Neil Barnard, est-ce que c'est bénéfique pour la santé ou pas le poisson? C'est une bonne question, Noémie. Certaines personnes aimeraient que le poisson soit meilleur pour la santé que le bœuf ou le poulet. Voyons voir. Premièrement, comme vous le savez déjà, le cholestérol est mauvais pour le cœur. Il faut savoir que la quantité de cholestérol dans le poisson est à peu près la même que dans le bœuf ou le poulet. C'est vrai que dans le poisson, il y a des bonnes graisses appelées des oméga 3. Cependant, la plupart de la matière grasse contenue dans le poisson n'est pas des oméga 3. 15 à 30% de la matière grasse du poisson sont des graisses saturées, c'est-à-dire des mauvaises graisses. Et la majeure partie du reste
est constitué d'autres types de graisses sans aucun bénéfice pour la santé, mais riche en calories. Par exemple, le saumon atlantique contient 40% de matière grasse. C'est beaucoup. Dans une grande étude américaine, on a pu remarquer que les personnes qui mangeaient du poisson, mais pas de poulet, de porc et de bœuf, étaient en meilleure santé que celles qui mangeaient de la viande, mais loin d'être en aussi bonne santé que ceux qui ne consommaient aucun produit d'origine animale. Si on compare le indice de masse corporelle, le IMC, on peut voir que les gens qui ne mangent que du poisson ont un IMC de 26,3 par rapport à 23,6 pour les végétaliens. En ce qui concerne la prévalence du diabète, elle est de 4,8% pour les consommateurs de poisson et de 2,9% pour les végétaliens. Deuxièmement, le poisson contient souvent des contaminants chimiques. Un petit poisson peut consommer du mercure ou des pesticides dans l'océan. Celui-ci est ensuite mangé par un plus gros poisson, ce qui est ensuite mangé par un poisson encore plus gros, et ainsi de suite. Les produits chimiques se bioconcentrent. Troisièmement, par rapport à l'environnement, manger du poisson n'est pas mieux que de manger d'autres types de viande. Pour répondre à la demande mondiale, les pêcheurs n'attendent pas que les poissons sautent dans leur bateau avec des filets. Ils capturent les poissons commerciaux, mais aussi tous les autres animaux à proximité, comme des dauphins par exemple. Le chalutage de fond consiste à traîner un énorme filet sur le fond de l'océan, détruisant les récifs coralliens et tout ce qui se trouve sur son passage. Pour la santé, pour l'environnement et aussi pour les poissons, il est préférable de choisir un repas à base de plantes. C'est à toi, Anne. Merci Neil. Maintenant, on passe à notre végé pharmacienne, Martine René, qui va parler des oméga 3. Alors, est-ce qu'on a besoin du poisson pour avoir les oméga 3? Martine, c'est à toi. Merci beaucoup, Anne. Oui, je suis pharmacienne et on me pose souvent des questions sur les oméga 3. Regardons ça ensemble. La première chose, que sont les oméga 3 et quels sont leurs rôles? Les oméga 3 sont des gras que l'on retrouve particulièrement dans les graines. On parle des graines de lin, des graines de chia et des graines de chanvre. Certains oméga 3 doivent absolument être obtenus par l'alimentation, notre corps étant incapable d'en fabriquer. C'est pour cette raison qu'on les appelle oméga 3 essentiels. Les oméga 3 qui sont contenus dans les graines, par exemple, sont des oméga 3 qu'on dit à courte chaîne. Pour obtenir l'effet biologique dans notre corps, ils doivent être convertis en EPA et en DHA, qui sont des oméga 3 à longue chaîne et qui, eux, sont les joueurs majeurs. Les rôles de l'EPA et du DHA sont très importants. Par exemple, au niveau cardiovasculaire, ils réduisent le risque de caillots sanguins. Ils aident au rythme cardiaque et à avoir un profil de cholestérol adéquat. Ils ont également des effets au niveau de la santé du cerveau, de l'inflammation, des membranes de nos cellules et du développement du fœtus. Puisque notre corps est capable de transformer les oméga 3 à chaîne courte en oméga 3 à chaîne longue, tout est réglé, non? Le taux de conversion des oméga 3 de courte chaîne à longue chaîne est un processus qui est limité par différents facteurs. Par exemple, chez la jeune femme en santé, ce taux sera plus élevé que chez l'homme âgé. De plus, les personnes qui souffrent de diabète ont un taux plus faible. Si vous consommez des huiles avec un taux élevé d'oméga 6, ceci peut réduire le processus de conversion des oméga 3. Si je crains que mon organisme ait du mal à transformer les oméga 3, est-ce qu'il existe une solution? Oui, certainement. Il y a des sources alimentaires de DHA et d'EPA. Par exemple, dans le poisson. Mais il y a une source beaucoup plus adaptée, qui sont les algues microscopiques. Les algues microscopiques, c'est ce qui permet aux poissons d'obtenir leur DHA et leur EPA. Donc, si on prend
d'une source d'algues microscopiques, on a directement notre apport en DHA et en EPA. Il existe pour ça des suppléments qui sont adaptés. Donc, il pourrait être adéquat de prendre un complément contenant du DHA et de l'EPA à base d'huile d'algues microscopiques dans certaines situations. On parle par exemple de la femme enceinte, de la personne présentant un trouble métabolique ou un déclin de la fonction cognitive. D'abord et avant tout, on favorise la solution alimentaire, c'est-à-dire on s'assure d'obtenir des oméga-3 dans notre alimentation via les graines de chia, les graines de lin ou les graines de chanvre en premier lieu. Voici mes conseils de pharmacienne si vous décidez d'opter pour un complément de DHA-EPA. Les doses peuvent varier entre 250 et 1000 mg par jour. Vous devriez les consommer avec un repas pour en favoriser l'absorption. Comment les conserver? Dans leur contenant original, dans un endroit sec et surtout à l'abri de la lumière. Ne dépassez jamais les doses recommandées. Nous vous présentons maintenant une recette de crabe jacquier végétal. Alors, le jacquier, pour info, est un fruit tropical à la peau verte et à la chair jaune-orangé. Il est souvent utilisé comme substitut de viande en raison de sa consistance et de sa texture fibreuse. Mais en plus de ça, il est quand même rempli de nutriments. C'est donc une recette qui va vous régaler. Aujourd'hui, on épargne le poisson et on augmente la gourmandise. Bonjour les amis, c'est Anne de Veggie Magnifique, le blog et la chaîne YouTube qui partage un mode de vie sainement vegan. Aujourd'hui, c'est le poisson qui est à l'honneur et on ne le mange pas. Si vous étiez auparavant fan de poisson ou des fruits de mer, mais vous souhaitez améliorer votre santé et être plus respectueux de notre planète et ses habitants, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Vous pouvez tout à fait trouver votre bonheur sans que les poissons ne perdent le leur. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous comment faire une recette des galettes de crab cake au jacquier et une sauce délicieuse tartare. Mais avant de passer aux recettes, j'ai quelques conseils importants. Lorsqu'on veut remplacer le poisson dans une recette, il faut penser à la texture et à la saveur. Donc pour reproduire les goûts auxquels vous êtes habitués, utilisez les mêmes assaisonnements de préparation. Car heureusement, la plupart des assaisonnements sont végétaliens. Et en plus, la superstar ici, c'est les algues. Les algues sont le secret pour assurer que vos plats aient le goût de mer. En ce qui concerne la texture, il existe de nombreuses textures un peu charnoues dans le renne végétal. Par exemple, on va utiliser la baisse de jacquier pour remplacer la texture du crabe. Enfin, le dernier conseil est le suivant. Accompagnez votre plat de poisson sans poisson, comme vous le feriez normalement. Donc, on va préparer vite fait une petite sauce tartare végétalienne. On va utiliser le yaourt végétalien et puis un peu de vinaigre de cidre de pomme, du jus de citron, de relish à l'aneth ainsi que de l'aneth frais haché, un peu de sirop d'érable et sel et poivre noir au goût. Vous ajoutez tous les ingrédients dans un bol et puis vous mélangez et puis vous dégustez avec joie. On va préparer des galettes au jacquier, des crab cakes végétales. Alors achetez du jacquier dans l'eau, c'est mieux. Et puis vous allez égoutter à fond, bien rincer, presser, éponger et hacher jusqu'à ce que ça ressemble à la chair de crabe en morceaux. Alors vous aurez besoin des graines de lin moulues avec de l'eau pour créer un œuf entre guillemets, de la moutarde jaune, Old Bay Spice, un peu de sauce Worcestershire végétalienne ou de l'ail en poudre, un peu de jus de citron, ciboulette émincée, persil haché, la chapelure classique et franco, et puis des flocons d'algues bien sûr, et sel et poivre au goût. Alors vous allez préparer les œufs de lin et les réserver pendant 10 minutes à côté pour qu'ils épaississent. Et puis mettre tous les assaisonnements, la moutarde, le jus de citron et la sauce Worcestershire dans un grand bol et fouetter jusqu'à ce qu'ils soient complètement combinés. Et puis vous allez ajouter le jacquier, l'œuf de lin, les herbes, la chapelure et mélanger avec les mains jusqu'à ce que le mélange commence à coller. Et puis vous allez former les galettes. Et puis vous allez placer les galettes sur une assiette et mettez-les au frigo pendant 1 heure. C'est la partie la plus difficile, il faut attendre. Et puis vous allez préchauffer le four
à 176 degrés Celsius et placez les galettes sur une plaque à biscuits. Vous allez mettre un peu de jus de citron au-dessus des galettes et vous allez les faire cuire pendant environ 10 minutes jusqu'ils soient dorés. Et puis après, vous allez les retourner, encore mettre un peu de jus de citron et puis faites-les cuire encore 10 minutes. Et puis pourquoi pas servez-les avec une bonne sauce tartare végétalienne ou de la sriracha et un peu de citron. Bonne dégustation! Alors voilà mes amis, voici quelques façons de manger les fruits de mer d'une manière plus gentille et plus délicieuse. Le 13 novembre 2023 marquait le lancement de l'association Future of Ocean Foods, présentée comme la première association au monde dédiée aux produits de la mer alternative d'origine végétale. Cette initiative risque de faire des vagues, car elle vise à rassembler les différents acteurs de l'industrie des produits de la mer alternatifs, afin de stimuler l'innovation et de promouvoir des pratiques durables, tout en favorisant la santé humaine, la sécurité alimentaire, ainsi que la conservation des océans. Les alternatives aux produits d'origine animale ont le vent en poupe, et l'Alliance compte déjà 36 entreprises à son bord, provenant de 14 pays différents, tous déterminés à réimaginer l'avenir des océans et de l'industrie des produits de la mer. Il est temps de larguer les amarres, matelot. Merci beaucoup Claudine. On enchaîne avec notre nutritionniste qui vient nous rejoindre, Anne-Marie Roy, pour parler d'un élément essentiel qui est l'iode. Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut commencer déjà par expliquer à notre audience ce qu'est l'iode et pourquoi elle a un rôle si important sur notre santé? Ben merci Noémie. Je trouve ça intéressant de mentionner que souvent les gens ont peur de manquer de protéines, mais moi, ce qui me fait peur, c'est que les gens manquent d'iode. Et pourquoi? Parce que l'iode, c'est vraiment un minéral qui est indispensable au bon fonctionnement de la glande thyroïde. Puis la glande thyroïde, pour sa part, elle est essentielle au contrôle du métabolisme du corps humain au complet. Et les hormones que la glande thyroïde produit, les hormones thyroïdiennes, participent à plusieurs fonctions. Entre autres, transformer tout ce qu'on mange en énergie. Assez important, n'est-ce pas? Ça aide aussi à maintenir une bonne température corporelle, un bon rythme cardiaque, une tension artérielle normale. Et en plus, elles servent au bon fonctionnement du système nerveux. Et c'est aussi en plus essentiel au développement du cerveau chez les jeunes enfants. Alors, on voit ici que l'iode, c'est vraiment important pour la santé humaine. Il faut s'en préoccuper. Elle a énormément de fonctions. Anne-Marie, comment faire en sorte d'avoir un apport suffisant en iode sans consommer de poissons ou autres produits d'origine animale? OK. Il existe en fin de compte 3 façons d'aller chercher de l'iode. C'est pas énorme, hein? Et étant donné que l'iode est présent dans l'eau de la mer, bien c'est sûr que les poissons absorbent l'iode, mais les algues aussi l'absorbent l'iode. Donc, c'est pour ça que une des premières sources, c'est les algues, par exemple. Des feuilles de nori qu'on utilise pour les sushis, le petit goémon, le varech. Alors, c'est sûr qu'il y a certaines quantités à respecter, là. Par exemple, le nori, ça prend 2 feuilles de nori, le petit goémon, une demi-cuillère à thé. Le varech, c'est une pincée. Alors, il faut faire attention de respecter les bonnes quantités. Mais la plupart des gens ne mangent pas des algues au quotidien. Alors, c'est pour ça que, pour prévenir la carence en iode, les gouvernements ont décidé d'enrichir un aliment que tout le monde mange, le sel. Alors, notre source officielle, c'est sans aucun doute le sel de table, le sel iodé. Et on sait très bien que le sel de table n'a pas la cote ces derniers temps. Alors, il y a beaucoup de gens qui l'ont carrément éliminé. Entre autres, les gens qui font de l'hypertension décident de ne pas manger de sel très souvent. Et on a de plus en plus de gens aussi qui choisissent des sels moins raffinés, comme par exemple le sel de l'Himalaya, le sel rose, la fleur de sel. Et il faut vraiment savoir que ces sels-là ne sont pas iodés. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment important de s'assurer d'avoir du sel iodé ou des algues. Et la troisième option, si on ne mange pas d'algues, on ne veut pas manger de sel iodé, bien à ce moment-là, on va pour un supplément. Il existe de plus en plus toutes sortes de marques de suppléments et on choisit un supplément qui va nous apporter 150 microgrammes d'iode par jour. Alors moi, c'est ce que je fais. Je prends une petite goutte d'iode à tous les jours pour m'assurer d'avoir une quantité suffisante d'iode.
Alors, mais si vous n'avez pas ces 3 sources-là, assurez-vous vraiment d'en avoir une parce que Mhm. c'est important. Anne-Marie, je vais mettre un peu dans la peau des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. On sait que les aliments transformés contiennent beaucoup de sel. C'est l'un des aspects négatifs, notamment des produits transformés, des aliments transformés. Est-ce que ça pourrait donc pas être une bonne idée d'en consommer davantage, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de sel et du coup, bah, ça nous permet de consommer de l'iode? Mais ce qui est particulier, Noémie, c'est que le sel industriel qu'on utilise dans les aliments transformés n'est pas nécessairement iodé. Et la plupart du temps, il ne l'est pas. Alors, on ne peut pas compter sur les aliments transformés. Les gens disent, ben non, je dois avoir de l'iode, je mange très salé, je m'achète des aliments salés. Mhm. Non, quelqu'un peut manger 6 sacs de chips par jour et ne pas avoir d'iode dans son alimentation. Alors, c'est vraiment le sel que nous, on utilise à la maison qu'on doit Privilégié. utiliser. Ouais, privilégier. Mhm. Ok, donc pas d'excuse pour consommer des aliments transformés. Ça compte pas. Absolument pas. Absolument Est-ce pas. qu'il est... tu parlais tout à l'heure des protéines, qu'on se soucie souvent des protéines. C'est vrai que l'iode, on en entend beaucoup moins parler. Est-ce qu'il est quand même fréquent d'avoir des carences en iode? Parce que personnellement, j'en ai jamais entendu parler. Ça veut pas dire que ça n'existe pas. Mais je peux dire que la carence en iode est de plus en plus fréquente. Pourquoi? Parce que justement, les gens délaissent de plus en plus le sel de table pour les autres sels. Donc oui, je regardais, moi, au Canada, c'est, selon les statistiques, là, c'est une personne sur 3, c'est le tiers de la population canadienne qui est carencée en iode. Et on voit hein, que les problèmes de glandes thyroïdes sont de plus en plus fréquents. Alors, ouais, il faut vraiment parler davantage de ce Mhm. nutriment qui a malheureusement été sous-estimé. Complètement. Il est temps de le remettre à l'avant et de, bien sûr, donc comme tu l'as dit, le sel iodé, c'est facile à se fournir du sel iodé ou les algues, notamment, qui sont délicieuses. Donc on sait que les carences ne sont pas, sont quand même en fait courantes. Une personne sur trois, c'est énorme. Et quels sont les risques potentiels de cette carence en iode? Oui, mais qu'est-ce qui se passe si on manque d'iode? Ben, c'est que la glande thyroïde peut se mettre à fonctionner au ralenti, ce qu'on appelle l'hypothyroïdie. Et Mhm. dans ce temps-là, c'est tout le système qui se met au ralenti. Alors, les symptômes qu'on peut ressentir, ce serait bien évidemment la fatigue. Ça peut être aussi un gain de poids, la frilosité, se sentir qu'on a toujours froid, la perte de cheveux, ça peut être même la difficulté à se concentrer, même des fois, ça peut être jusqu'à avoir des épisodes dépressifs. Si une maman enceinte est carencée en iode, ben, ça peut retarder la croissance du fœtus et du développement de son cerveau. Et si la carence est grave, ça peut même mener au crétinisme. Alors, Crétinisme. le crétinisme, à l'époque, on avait beaucoup de cas de crétinisme. C'est beaucoup moins fréquent de nos jours à cause du sel iodé qui est quand même présent dans notre alimentation, mais c'est encore présent malheureusement sur la planète, surtout dans les pays sous-développés. Et je pourrais vous proposer d'écouter un film, un documentaire qui a été fait qui s'appelle Demain, tous crétins. Alors, on entend dans ce documentaire-là des experts, des scientifiques s'inquiéter justement de la carence en iode. Et on parle aussi de plus en plus de la présence de polluants dans notre alimentation qui vient compétitionner avec l'iode. Vraiment très fascinant. Et je vous garantis qu'après avoir vu ce documentaire-là, vous allez vous mettre à manger de l'iode. Merci beaucoup Anne-Marie, on prend note et puis je garantis aussi qu'après t'avoir écouté, je pense que les gens vont vraiment prêter attention au fait de savoir s'ils consomment de l'iode ou non. Merci beaucoup Anne-Marie. Merci à toi, Noémie. Alors Anne, on parle souvent de l'aspect éthique lorsqu'on parle des animaux, hein. Alors on parle de l'aspect santé, environnement, mais aussi beaucoup de l'aspect éthique, ce qui n'est pas forcément le cas quand on parle des poissons, de la consommation de poissons, qui sont souvent, les pauvres poissons, relégués au second plan, quand même. Ouais, c'est clair. En fait, on s'identifie un peu moins avec les poissons parce qu'ils sont moins mignons. Genre, on peut pas faire des câlins avec un poisson, hein. Donc, je pense que les gens, comme leur apparence est différente, on s'identifie un peu moins. Pourtant, ils souffrent
autant, hein. C'est juste que c'est difficile d'être aussi ému par les poissons parce qu'ils sont moins cute, hein. C'est un peu ça. C'est dommage voilà, Ouais, malheureusement pour eux. ouais, c'est ça, ouais. Mais vous verrez, donc vous avez vu à la suite de cet épisode que sur le plan nutritionnel, on n'a vraiment pas besoin des poissons puisque les alternatives végétales sont nombreuses, notamment les algues, comme nous a dit Anne-Marie. Ces dernières étant de toute façon l'aliment par excellence des poissons, donc pourquoi pas remonter à la source. Et en plus, en évitant le poisson, on limite aussi notre exposition à des substances toxiques, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, Anne, telles que le mercure. Et on réduit donc les risques pour la santé. Donc c'est vraiment que du positif de ne pas manger de poisson et d'aller plutôt vers les sources végétales. Ouais, c'est tout à fait ça. Merci à tout le monde. Notre épisode arrive à sa fin. On est ravis que vous soyez là. Merci aux invités et on vous retrouve la prochaine fois. Voici ce qui vous attend la prochaine fois sur Un Monde Sain. On vous a préparé un épisode rempli de surprises avec des recettes pour épater vos invités, un quiz préparé par notre nutritionniste Anne-Marie et bien sûr des astuces santé pour que votre énergie soit au top au moment des fêtes. Allez les amis, 1, 2, 3. À vous. À votre santé. Nous avons hâte de vous revoir. Pour ne rien manquer, suivez le comité des médecins sur Instagram et Facebook.